Bonjour et bienvenue sur Discovery à la chaîne. Vous êtes donc sur cette série dès l'idée au lancement qui nous accompagne tout le long du process de création d'idées jusqu'à son déploiement en production pour les utilisateurs. Cette série compte déjà 2 parties et aujourd'hui on va attaquer la 3e avec cette première vidéo où l'on attaquera un tournant majeur dans la série. On va enfin construire notre backlog produit et voir comment organiser et prioriser les fonctionnalités. On va donc apprendre l'importance de la priorisation. Quelques méthodes comme le Moscou par exemple, ou RICE, et on va essayer d'appliquer tout ça à notre projet fil rouge JobSnap. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche, comme ça vous serez mis au courant de la sortie de tous les prochains épisodes. Et bien entendu, liker, commenter, donc interagir avec la vidéo pour favoriser la croissance organique de la chaîne. Pour vous, c'est gratuit, mais pour moi, c'est un grand aide pour m'aider à développer cette chaîne. La première chose à comprendre, c'est qu'il n'y a pas un plan figé dans le marbre. Parce que dans la vraie vie, un produit évolue en permanence. Ce qu'on va voir ici, c'est une méthodologie, pas un script à suivre à la lettre. Voici déjà les 4 règles pour structurer un backlog efficace. Gardez en tête une vision produit sur les 3 ans. Ça doit être clair où on va à long terme. Il faut penser épique avant tout, donc ne pas s'engombrer avec des détails trop tôt pour des choses qui seront développées de toute façon dans 1 an. Il faut donc se concentrer en priorité sur les 6 prochains mois pour rester flexible et pragmatique. Ensuite, il faut détailler des épiques progressivement en user story, donc ne pas écrire 1000 tickets à l'avance. En clair, on construit un plan évolutif qu'on ajuste en permanence selon les besoins du marché et les retours utilisateurs. Donc à partir de cette vidéo, quand on va parler des JobSnap, qui je vous rappelle est une application fictive, je me donne un peu le droit de me situer un peu n'importe où dans ces 3 années que l'on a vu dans la vision produit qu'on a développée dans la vidéo précédente, et ce pour essayer de prendre à chaque fois une feature que j'estime être la meilleure pour expliquer le concept que j'ai en tête. Donc fixons quelques règles. On peut être n'importe où entre l'année 1 et l'année 3 de notre roadmap. On va utiliser des fonctionnalités fictives en fonction des besoins de l'exemple. Et l'important, c'est la méthodologie et pas la chronologie exacte. Exemple concret, si aujourd'hui on parle du système de matching intelligent, on peut très bien se situer dans l'année 3. Et si on parle de l'inscription des employeurs, on sera plutôt en année 1. Mais peu importe où on se situe dans le projet, la logique reste toujours la même. On part des grands épiques et on affine au fur et à mesure. Pourquoi un produit a besoin d'une cartographie claire ? Maintenant qu'on sait que notre roadmap doit être flexible, on va voir comment structurer concrètement un backlog. Mais avant même de parler d'épiques ou de fonctionnalités, il y a une erreur classique que beaucoup de startups et d'équipes font. Ils partent directement sur les features sans cartographier les vrais problèmes clients. Imagine un restaurant où on ajoute les plats au menu à chaque fois qu'un client fait une demande aléatoire. Un jour, quelqu'un veut un burger vegan, l'autre jour, quelqu'un veut du sushi, et la semaine suivante, on ajoute des tacos. Résultat, le menu devient une énorme bordel incompréhensible et la cuisine du chef est en surchauffe. Mais surtout, personne ne sait vraiment quelle est l'idée du restaurant. Eh bien, un produit, c'est pareil. Si tu ajoutes des fonctionnalités juste parce que quelqu'un l'a suggéré, tu finis avec un produit incohérent, bourré de trucs inutiles. J'aime bien appeler ça les chimères à 1000 têtes. Les dangers d'un backlog produit mal structuré sont donc trop de features inutiles, on perd du temps sur des choses qui personne n'utilise, le fait d'avoir un produit incohérent où chaque équipe pousse sa feature sans la vision d'ensemble, et surtout le fait qu'on ne résout pas les vrais problèmes, on ajoute des gadgets au lieu d'améliorer l'expérience globale. Donc avant même d'écrire la première ligne de notre backlog, on doit répondre à une question simple. Quels sont les vrais problèmes de nos utilisateurs ? 3 outils clés pour cartographier les problèmes clients. Le premier, c'est le Empathy Map. Se mettre à la place des utilisateurs. Que pensent-ils ? Qu'est-ce qu'ils ressentent ? Qu'est-ce qui stresse un employeur qui cherche à recruter rapidement ? Quels sont les doutes d'un candidat qui cherche une mission ? Le deuxième, c'est le User Journey Map. Quels sont les points de friction? Où est-ce qu'on perd des utilisateurs? Où est-ce que l'expérience utilisateur casse? L'inscription, la recherche d'offres, la prise de contact? Une autre méthode est le Jobs to be done. Pourquoi un utilisateur embauche-t-il notre produit?
Un employeur ne cherche pas une appli de job, il cherche un moyen ultra rapide de remplir un besoin de personnel. Exemple sur JobSnap, un employeur veut trouver un candidat compétent en 10 minutes, pas juste poster une offre et attendre. Un candidat veut être embauché rapidement et pas remplir 50 formulaires. C'est que ça change concrètement dans le backlog. Une fois qu'on a bien identifié les problèmes clients, on va voir comment ça impacte directement notre backlog produit. La mauvaise approche, ça serait de dire un employeur veut plus de filtres, donc on ajoute un moteur de recherche ultra avancé. Un autre exemple, un candidat veut être plus visible. Dans ce cas, on crée un profil ultra détaillé avec des tonnes de champs. La bonne approche, celle qui est vraiment user-centric, ça serait de dire, vu que les employeurs ont du mal à trouver des candidats rapidement, dans ce cas-là, travaillons sur un matching intelligent plutôt que sur des filtres compliqués. Ou alors, vu que les candidats galèrent à compléter leur profil, on réduit les champs obligatoires au strict minimum. Et on augmentera éventuellement la visibilité avec du machine learning. Dans la prochaine partie, on va voir comment transformer des problèmes en backlog structuré et on va donner une vraie hiérarchie entre les épiques et les user stories. On va aussi, bien entendu, parler de priorisation. Construire un backlog produit à partir des problèmes clients. Maintenant qu'on sait lesquelles erreurs éviter et comment structurer nos problèmes clients, il est temps de transformer tout ça en un backlog produit clair et actionnable. Alors c'est quoi un bon backlog produit ? Ce n'est pas juste une liste interminable de fonctionnalités. C'est un outil de pilotage qui nous permet de visualiser l'ensemble des priorités produits, ce qu'on doit construire et pourquoi, aligner toute l'équipe sur la vision, donc tout le monde doit comprendre où on va, et assurer que ce qu'on développe apporte de la valeur. On ne code pas des features juste pour le plaisir. Mais surtout, un backlog doit rester évolutif. Ça n'est pas un cahier des charges rigide, c'est une liste dynamique qui s'adapte aux retours utilisateurs et aux priorités business. Exemple d'un mauvais backlog, 1000 tickets listés sans ordre de priorité, sans lien avec le problème utilisateur. C'est donc une to-do list infinie et tout le monde est traité de la même manière, sans distinction entre essentiel et optionnel. Un exemple d'un bon backlog, ça serait une liste regroupée en épiques et structurée avec des priorités claires et mises à jour régulièrement. On va voir donc comment structurer correctement un backlog produit pour éviter de partir dans tous les sens. Niveau 1, les épiques, les grandes thématiques du produit. Ce sont les gros blocs fonctionnels d'un produit. Chaque épique est lié à un problème client. Par exemple, sur JobSnap, ça serait faciliter la mise en relation employeur-candidat. Niveau 2, les features, c'est des grandes fonctionnalités dans une épique. Donc, chaque épique peut contenir plusieurs fonctionnalités. Exemple sur JobSnap, c'est le système de matching intelligent, le système de recherche avancé, les notifications personnalisées. Niveau 3, les user stories, donc les éléments actionnables par les développeurs. Une user story est une tâche concrète décrite du point de vue de l'utilisateur. Par exemple, sur JobSnap, en tant qu'employeur, je veux voir une liste de candidats pertinente dès que je poste une offre. Maintenant qu'on a la structure, comment on part d'un problème client pour le transformer en backlog actionnable? Par exemple, prenons le problème, les employeurs galèrent à trouver des candidats rapidement. L'épique serait donc faciliter la mise en relation employeur-candidat. Les features, moteur de recherche avancé ou si l'on se situe en année 3, matching automatique, version Tinder. Et les user stories, ça serait en tant qu'employeur, je veux recevoir une liste de candidats pertinents dès que je poste une offre. Ou alors, en tant qu'employeur, je veux pouvoir swiper entre les profils pour choisir rapidement un candidat. Tu vois l'idée? On part de vrais problèmes, on découpe en étapes logiques et on arrive à des tâches actionnables. Dans la prochaine partie, on va voir comment prioriser les épiques et ses fonctionnalités pour ne pas se retrouver avec une montagne de tâches ingérables. Prioriser les problèmes des clients. Maintenant qu'on sait comment structurer un backlog efficace, on doit décider quoi traiter en priorité. Parce que, soyons honnêtes, on ne pourra jamais tout faire en même temps. Et c'est là que la priorisation entre en jeu. On doit choisir quelles fonctionnalités vont être développées en premier et lesquelles vont attendre. Et pourquoi la priorisation est un enjeu majeur?
Car si tu ne priorises pas correctement ton backlog, tu risques deux gros problèmes. Un backlog qui devient un fourre-tout ingérable et donc on empile des fonctionnalités sans cohérence et personne ne sait sur quoi on doit se concentrer. Le deuxième, c'est de développer des fonctionnalités inutiles avant l'essentiel. On passe des semaines à coder un truc que personne n'utilise pendant qu'une vraie demande business est mise de côté. Et donc parlons de méthodes de priorisation. Heureusement, il existe plein de méthodes pour prioriser intelligemment, mais chacune a ses avantages et ses limites. Le plus souvent, tu seras à même d'utiliser ces méthodes avec ce qu'on appelle des référents business ou stakeholders ou le métier, donc ceux qui doivent réellement te donner la valeur métier. Toi, ta tâche, ça sera de sélectionner la méthode que tu trouves la plus pertinente, de la proposer, de l'expliquer et de les guider dans cette priorisation. On a la méthode de Moscou, qui est une crase entre plusieurs anglicismes, must have, should have, could have, won't have. Elle est simple et efficace. Donc on a la liste des problèmes clients ou des épiques ou des features selon le niveau de priorisation et on les classe en indispensables, importants, optionnels, à voir plus tard. La matrice impact-effort, j'avoue avoir une petite préférence pour celle-ci, qui permet de prioriser en fonction de l'ROI, ce qui apporte le plus de valeur pour le moins d'efforts. Le modèle Kano, qui distingue les fonctionnalités essentielles, attendues et différenciantes. La méthode RICE, qui est plus une méthode data-driven, très utile pour les produits à grande échelle. Attention, elle est data-driven, mais en même temps, elle n'est pas si précise que ça. On pourra la voir éventuellement dans une vidéo dédiée. Le WSJF, acronyme imbuvable pour Weighted Shortest Job First, utilisé surtout dans le modèle SAFE, qui optimise la livraison des fonctionnalités en maximisant la valeur business. Si ces méthodes t'intéressent, ne t'inquiète pas, on fera des vidéos dédiées sur chacune d'entre elles avec des exemples concrets. Appliquez la priorisation à JobSnap. Maintenant, appliquons cette logique à JobSnap. Sur quoi doit-on travailler en premier ? Je vais prendre l'exemple avec la méthode impact-effort. Pour la messagerie, par exemple, on va se dire que celle-ci n'a pas un impact immédiat pour l'utilisateur, donc une valeur métier basse, et en même temps un effort de développement considérable. On va donc la faire plus tard. Il y aura une note pour la valeur métier, une note pour la complexité technique, et le ratio entre ces deux nous donnera un certain chiffre assez bas. Par contre, le fait de permettre aux employeurs de voir directement les profils pertinents, on va se dire qu'il a beaucoup d'impact métier et un effort limité. Donc, le ratio entre ces deux aura une note déjà plus haute. Tu vois l'idée, on ne priorise pas au feeling, on utilise des méthodes rationnelles pour faire le meilleur choix. Mais tu vas sûrement te demander, mais les notes qu'on va affecter sont quand même pas objectives, elles dépendent de la sensibilité de tout un chacun. Eh bien, il y a une contre-méthode pour avoir des valeurs métiers et des efforts techniques déjà plus rationnels. C'est de les prioriser non pas en échelle absolue, mais de manière relative. Imaginons que tu aies 10 fonctionnalités. Tu ne vas pas demander au métier d'attribuer une note à chacune de manière arbitraire, tu vas plutôt leur demander de les classer de la moins importante à la plus importante. De telle façon, tu pourras simplement te dire que la plus importante a une note de 10, tandis que la moins importante a une note de 1. De telle façon, tu obtiendras donc une préférence entre telle et telle fonctionnalité, mais qui se traduira par une note réelle. Maintenant, on a vu plus ou moins comment prioriser nos épiques et je le répète, il y aura des vidéos plus spécifiques sur chaque méthode, mais il faut voir comment organiser leur exécution dans le temps. Parce que si on a juste un backlog bien rempli, c'est pas très clair non plus. On ne va jamais avancer efficacement. La roadmap produit. C'est là qu'intervient la roadmap produit. Elle permet de structurer les développements tout en restant assez flexible pour s'adapter aux imprévus. Mais c'est quoi une bonne roadmap produit ? La roadmap, c'est pas un planning figé. C'est pas un planning prévisionnel de livraison. Même si je le sais, parfois c'est ça qui est demandé.
C'est un outil stratégique qui permet de savoir dans quelle direction on avance. Les 3 principes d'une roadmap efficace, c'est de travailler par des grandes phases. On ne planifie pas chaque détail sur 3 ans, mais on avance itération par itération. Par exemple, on va se dire que notre roadmap couvre les 4 prochains trimestres, donc sur l'année. Elle doit être flexible, on peut ajuster les priorités en fonction du marché et des retours utilisateurs et doit aligner toute l'équipe. Donc tout le monde doit la comprendre la vision qu'elle décline et comprendre quelles sont les prochaines étapes. Mon Canva de roadmap préféré, c'est simplement une swimline où chaque colonne est un trimestre de l'année et par objectif utilisateur, à son intérieur, on va inscrire le nom d'une épique ou des features que l'on voudrait développer et ça donne simplement un tableau à double entrée pour fournir telle valeur ajoutée sur telle problématique client, tel trimestre, on développera ça. Pour construire une roadmap efficace, on suit généralement 3 étapes. Définir donc les grandes phases d'un produit, par exemple la phase 1, l'MVP, lancer une version simple pour tester le marché. Phase 2, optimisation et monétisation, donc ajouter des fonctionnalités clés et commencer à générer du revenu. Et phase 3, scalabilité et expansion, donc croissance à grande échelle, nouvelles régions, nouvelles fonctionnalités avancées. On découpe les épiques dans les périodes de 6 mois, donc on ne planifie pas tous les 3 ans, on se concentre sur les priorités immédiates. Et tous les 6 mois, on réévalue la roadmap en fonction des retours terrain. Aussi, on doit transformer les épiques en user story au bon moment. Donc, on ne rentre pas dans le détail des user stories trop tôt. Une épique devient un backlog détaillé quand elle rentre dans les 6 prochains mois du développement. Un exemple de structuration sur JobSnap suivant le découpage du budget qu'on a fait précédemment, ça serait l'année 1 avec nos 5K. On fait l'inscription simplifiée et la recherche d'offres de façon vraiment basique. En année 2, automatisation et monétisation, c'est notre objectif. Avec les 200K, on fait un matching un peu plus intelligent et la monétisation côté employeur. L'année 3, on va sur la scalabilité et l'expansion avec les 300K de budget et on pourra donc avoir un matching façon Tinder et une régionalisation, par exemple si on veut aller sur de nouveaux marchés, donc dans d'autres pays. Tu vois l'idée, on avance par grandes étapes en ajustant progressivement plutôt que de tout planifier d'un coup. Alors dis-moi en commentaire, ça t'est déjà arrivé qu'on te demande une roadmap, mais que dans la réalité, on veuille un planning prévisionnel des livraisons? On connaît. Raconte-moi ça en commentaire. Donc, ce qu'on a appris aujourd'hui, un bon backlog ne commence pas par des fonctionnalités, mais par une cartographie des problèmes clients. Il faut structurer son backlog en 3 niveaux, épique, feature, user story. On doit toujours prioriser les épiques et les fonctionnalités selon la valeur qu'elles apportent. Une roadmap produit ne doit jamais être figée, elle doit s'adapter aux retours utilisateurs et aux évolutions du marché. Si tu dois ne retenir qu'une seule chose, c'est qu'un backlog produit, ce n'est pas une to-do list, c'est une boussole stratégique pour construire un produit qui a du sens. Ok, maintenant on sait structurer et prioriser un backlog dans les grandes lignes. Il est temps de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire rentrer un peu plus dans le détail de comment se compose une épique ou la feature. Et c'est donc ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Si ce contenu t'a aidé, n'oublie pas de liker et commenter. Tu sais que ton interaction est gratuite, mais ça va aider énormément cette chaîne à grandir. Et dis-moi en commentaire si tu as des idées ou des suggestions. D'ici la prochaine vidéo, je te souhaite un bon découpage. Ciao!